Actuellement, il y a des forums coopératifs qui se passent dans toutes les régions du Québec à l'occasion de l'Année internationale des coopératives. Ça fait suite à une grande réflexion qu'on a fait dans le mouvement il y a quelques années sur la contribution que les coopératives pourraient amener à un projet de société au Québec. Et dans cette réflexion-là, à la suite de cet événement-là qui a mobilisé plus de 600 personnes à Lévis, une des conclusions, une des réflexions des leaders qui étaient là, c'est de dire il faut, si on veut vraiment contribuer à un projet de société, on ne peut pas ne pas le faire à partir de la base, à partir de nos régions. Donc, il faut aller ancrer notre démarche en région. Donc, on a travaillé avec les coopératives de développement régional à présenter un peu pour 2012 ce projet ambitieux de tenir des forums dans toutes les régions et de conclure ça en octobre, à la veille, le 8 octobre, la veille du sommet international des coopératives qui va avoir lieu à Québec. Il y aura une journée consacrée à la coopération dans les régions du Québec. Alors, ce sera le moment là, pour justement de faire un peu apparaître un peu les conclusions de tous ces forums-là et enrichir par la suite notre contribution tous à la société québécoise et on l'espère aussi à bâtir ce monde meilleur qui est le thème de l'année internationale puis qui est un petit peu notre rêve à tous. Si vous êtes ici aujourd'hui, je suis certaine, un beau samedi comme ça, c'est pas parce que vous n'aviez rien à faire à la maison. C'est pas parce que vous n'aviez pas de travail au bureau ou dans votre entreprise ou dans vos projets. C'est pas parce que vous n'étiez pas engagé dans votre milieu, c'est parce que vous avez eu à faire des choix puis vous avez décidé que ce qu'on ferait ensemble aujourd'hui nous aiderait tous à progresser pour construire cette société meilleure, tant dans son développement entrepreneurial, économique, que dans son développement social. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, j'apprécie beaucoup d'être avec vous parce que je sais que la Côte-Nord et les leaders de la Côte-Nord que vous êtes, c'est tissé, votre présence ici est tissée de votre engagement. J'ai vécu sur la Côte-Nord quand même, je dirais, les plus belles années de ma vie, je dirais, parce que c'est dans l'adolescence, on est plein de rêves, on est plein de projets, puis je suis arrivée à 11 ans. Et c'était une société qui était en boom économique, comme ce que vous commencez à vivre avec le Plan Nord. On l'a vécu entre 60 et 75. Je suis arrivée à Haute-Rive. La route entre Forestville et Haute-Rive n'était pas asphaltée. Puis, il y avait de l'asphalte entre Bécomo et Haute-Rive. Il n'y en avait pas. Il y avait beaucoup de rues du secteur Haute-Rive qui étaient sur le sable. Il y avait... l'école polyvalente, c'était des roulottes une après l'autre, des kilomètres et des kilomètres, ceux qui ont connu ça, parce qu'il y avait un boom. Il n'y avait pas une maison où il n'y avait pas un ou deux logements au sous-sol avec des familles complètes. Là. Alors, c'était ça le boom. Il manquait de maisons, il manquait de logements, il n'y avait pas de services de loisirs, tout était à bâtir. Puis, j'ai l'impression que ce que vous avez à vivre, c'est un peu à partir d'infrastructures beaucoup meilleures, mais vous revivez un peu cet impact et ce boom-là. Et qu'est-ce que ça l'a amené? En tout cas, pour moi, ma conscience de jeune qui arrivait ici, ce boom-là, c'était... on venait, comme beaucoup de gens qui vont venir sur la Côte-Nord, on ne venait pas pour rester. Ma mère disait toujours à mes tantes qui pleuraient quand on est parti, « Je vais revenir, pas plus que 5 ans. » Mon mari me l'a promis, tu sais, mais mes parents sont décédés l'an passé, les deux en l'année 2010. La dernière fois que je suis venue à Bécomo, c'est pour vider la maison de mes parents. Ils n'ont jamais voulu repartir. Et ils ont eu des choix parce que, naturellement, quand les enfants partent, après ça, on dit « Maman, venez-vous donc, rapprochez-vous. » Ils n'ont jamais dit oui. Ils étaient devenus des gens de la Côte-Nord et ils étaient plus capables de partir. Ils ont vécu donc toute leur vie ici jusqu'à 90 ans et ils ont vécu une belle vie. Et une belle vie sur la Côte-Nord, c'est de prendre des gens qui viennent de partout et d'en faire des gens d'ici. Et on ne peut être heureux sur la Côte-Nord, je pense, que si on s'engage, on s'implique et on construit. C'est ce qui crée le tissu social, mais on ne peut pas être juste des consommateurs. Quand je suis arrivée à Montréal, j'ai trouvé ça très dur parce qu'on regarde tout passer, mais on n'a pas de prise sur rien. Et tandis qu'ici, on se connaît, on se parle, on se rencontre, puis si on veut quelque chose, on voulait des loisirs culturels, il fallait s'organiser. On a organisé des boîtes à chansons, on a fait des affaires, on a commencé à faire du théâtre. Ceux qui aimaient le sport s'occupaient du sport, ceux qui aiment la chasse ouvrent leur chemin puis s'organisent une ZEC. Ça prend... Et tout cet engagement-là fait qu'on aime la Côte-Nord et qu'on y reste aussi. Alors, pour moi, je dirais,
pourrait être un modèle pour le Québec, dans le fond, une région comme ici, en termes d'engagement. Et je suis très consciente que le défi de recréer une nouvelle génération avec ceux qui... Il va y avoir des gens qui viennent en pensant qu'ils viennent juste pour un an ou deux, mais qui vont peut-être aussi s'y accrocher, s'y ancrer, puis vivre avec vous et construire la nouvelle Côte-Nord que vous êtes appelés à bâtir dans l'avenir. Donc, vivre la Côte-Nord, c'est pas seulement être des consommateurs, c'est aussi être des acteurs. Et c'est par des acteurs comme vous que tout commence. Je vais vous parler un petit peu quand même du Conseil de la coopération, des coopératives au Québec, comment ça se porte, qu'est-ce qui se passe un petit peu dans le monde, et vous parler un petit peu d'éléments sur lesquels on planche en termes de conditions de réussite pour faire de cette force quelque chose qui pourrait devenir une contribution à la force des régions du Québec. Je vais par la suite vous présenter une personne que j'aime beaucoup, qui va mettre la table au forum en termes de réflexion sur les enjeux de société. Elle a fait une belle synthèse de ce qui se passe un petit peu à travers le monde, puis va nous aider peut-être à ouvrir nos horizons pour lier ce qu'on fait ici à tout ce qui se passe sur la planète. Parce qu'on n'est pas isolé, on a beau être régionaliste, on a beau être très ancré, on vit dans un monde. Maintenant, la planète est interreliée. On ne peut pas ne pas regarder l'ensemble des enjeux quand on réfléchit à notre avenir. Donc, j'aurai le plaisir de vous présenter Mme Francine Ferland de la Fédération des CDR, là, qui va vous faire cette présentation-là. Alors, sans plus tarder, donc, un petit peu de données sur les coopératives au Québec et sur... J'ai enlevé des feuilles parce que, comme Mme Ferland va parler, je vais vous parler en premier du Conseil québécois. Le Conseil de la coopération, Claude en a parlé un petit peu, c'est un organisme qui regroupe les coopératives et les mutuelles au Québec au niveau national. Ce sont que des réseaux de réseaux. Donc, on pourrait dire la coop des coops. Là, c'est toutes des fédérations coopératives, plus la Fédération des coopératives de développement régional qui sont au sein du Conseil. Notre contribution, on veut participer au développement social et économique du Québec en favorisant et en permettant l'épanouissement de la formule coopérative. Nos réseaux membres sont tous les réseaux du secteur financier coopératif, les mutuelles, les grandes mutuelles et Desjardins, naturellement, les secteurs de la consommation, l'alimentation, le funéraire, les communications, l'habitation, les services à domicile et de santé, les coopsco, les jeunes dans le milieu scolaire, là, j'allais dire les librairies scolaires, mais c'est de moins en moins juste ça. C'est souvent les résidences étudiantes. C'est maintenant les cafétérias scolaires sont diversifiées aussi en termes d'édition. Le secteur agricole, la coop fédérée avec ses 100 coopératives de base, AgroPure, qui est une coopérative, la coopérative laitière au Québec. Le secteur de la coopération du travail, réseau de la coopération du travail, les ambulanciers, paramédics, maintenant il faut dire paramédics, la forêt. Le développement régional incluant toute la Fédération du Nord du Québec, toutes les coops, il y a 14 coopératives, je dirais presque de développement local dans les villages du Grand Nord, les villages inuits, sont regroupés en fédération. Premier employeur privé du Nord du Québec, c'est la Fédération des coopératives du Nord du Québec. Alors, la prise en charge, ça développe. La Fédération des coopératives de développement régional, naturellement, et quelques observateurs, dont le Conseil canadien de la coopération et des chercheurs. Ce regroupement existe depuis 1940 et a été mis en place par le père Georges-Henri Lévesque, qui était le fondateur du Québec moderne un peu. On dit que c'est lui qui a initié ce qui a amené la Révolution tranquille. Puis quand on regarde ses écrits, quand il a créé le Conseil, il s'est dit un jour il va y avoir de la job pour mes étudiants là-dedans. Alors maintenant, quand même, avec plus de 90 000 emplois dans le milieu coopératif, on se dit, bon, il était visionnaire. Parce qu'à l'époque, naturellement, que ce soit dans nos caisses, c'était une madame qui gérait ça chez elle. C'était pas dans le sous-sol à l'époque, c'était dans la rallonge du salon. Il y avait plusieurs coopératives qui partaient avec beaucoup d'huile de bras, bénévolat, mais maintenant sont des générateurs de grands emplois. Comme Claude le disait, 3 300 coopératives et mutuelles, 8 millions de membres, 92 000 emplois, 25 millions de chiffres d'affaires et 173 milliards d'actifs. C'est plus d'1 milliard de membres dans le monde, 18 millions au Canada, 8 millions au Québec. Mais c'est au Québec qu'on trouve, du côté canadien, la plus grande diversification. La fibre coopérative est plus forte parce qu'elle a été liée un peu à notre recherche de pouvoir économique.
Dans les années 30, on n'avait pas beaucoup de possibilités au sortir de la crise de lancer des entreprises puis de prendre le contrôle de notre économie. C'était soit la grande entreprise contrôlée de l'extérieur ou le capital anglophone. Et du côté des francophones, l'Église formait des notaires, des notaires, des curés, des médecins. Alors, c'était ça, notre élite n'était pas des entrepreneurs, donc on avait très peu de contrôle économique et les gens ont choisi de promouvoir le modèle coopératif pour essayer de reprendre le contrôle et s'approprier leur développement. On peut faire des analogies avec maintenant, hein, on cherche de plus en plus une démocratisation de notre économie, mais peut-être qu'il faut regarder ces modèles-là et se dire peut-être qu'il y a un deuxième souffle ou une deuxième génération de coopératives à mettre en place. En termes impact économique, quelques chiffres quand même qui sont quand même intéressants, qui parlent, on dit 35% du sirop d'érable dans le monde est mis en marché par une coopérative québécoise. 90% du poulet, je ne sais pas si c'est le poulet qu'on a mangé aujourd'hui, du poulet du Québec a été abattu et transformé par une coopérative. Les membres de la coopérative AgroPure fournissent 60% de la production québécoise de lait. La moitié du porc québécois a été abattu et transformé dans une coopérative. 4 prêts hypothécaires sur 10 au Québec viennent des coopératives financières ou des mutuelles. Alors, c'est quelques exemples pour vous dire qu'on est aussi devant un acteur économique crédible. Et souvent, on n'en parle pas souvent de cette dimension-là de la coopération. Je pense qu'on prend un peu pour acquis que c'est des petites affaires, c'est des petites entreprises, ou bien que quand c'est rendu grand, c'est plus des coopératives. Alors, ça, je vais vous en parler un petit peu parce que je pense que c'est important. Qu'est-ce qui distingue un petit peu une coopérative? Ce sont des entreprises privées, donc elles sont sur le marché. On n'est pas dans des entreprises étatiques, on est vraiment dans des entreprises qui sont dans l'économie de marché. Elles font des affaires et donc s'inscrivent dans l'économie de marché. Leur mode de propriété, leur gouvernance est participative, puis les buts qu'elles poursuivent sont particuliers parce qu'elles sont orientées par les besoins des membres. Leur objectif premier, c'est vraiment répondre aux besoins des membres et pour ça, on crée une entreprise qui est une coopérative dont on contrôle la propriété par ses membres. Les règles de gouvernance sont démocratiques, il y a un encadrement légal à ça, il y a une réserve impartageable, il y a un fonctionnement en réseau, il y a une prise en charge et une capacité d'action entrepreneuriale, des retombées dans la communauté et une finalité de l'entreprise qui est à la fois économique et sociale. Ça ne veut pas dire que toutes les décisions que prennent toutes les coopératives à tout moment de son histoire, son développement est la meilleure décision par rapport à un milieu, par rapport à un enjeu, mais c'est la meilleure possible par rapport aux leaders et aux décideurs du moment qui sont ceux du milieu, qui sont les membres de la coopérative. Et c'est un peu ça la démocratie. Donc, parfois, on peut de l'extérieur ou même de l'intérieur, parfois ça brasse beaucoup dans les coops, là, des fois, on a des bons débats dans les assemblées générales aussi. Il y a une vie démocratique dans les coopératives et les choix doivent s'exprimer, mais une fois qu'une décision est prise, on vit avec. Et on la prend avec un contexte et des informations stratégiques qui sont celles du marché dans lequel on est obligé de vivre et de se développer. Alors ça, c'est, je pense, des éléments sur lesquels il faut un peu se rappeler. On est dans une logique d'entreprise, mais dans une entreprise qui a une finalité à la fois économique et sociale et qui a un contrôle démocratique. Et donc, l'intérêt qui prime n'est pas la maximisation du capital, mais la maximisation de la réponse aux besoins des membres. Alors, les deux ne sont pas toujours contradictoires, mais ce n'est pas la finalité de concentrer et de faire parler la force du capital. Au niveau planétaire, je vous parlais d'1 milliard de membres. Les chiffres d'affaires des 300 plus grandes et importantes coopératives au monde totalisent 1 million 600 000 milliards. 1 million 600 milliards, excusez-moi. 1 million 600 milliards. Oh, c'est pas des chiffres qu'on dit souvent, hein? Malgré que, je dirais, pendant la crise économique, ça a l'air que les chiffres ou la dette américaine, les chiffres, on n'est même plus capable de les prononcer, là. Je suis pas loin de là. C'est équivalent, pour faire une image, à celle de l'économie du Canada, qui est la 10e économie en importance au monde. Alors, je vous parle de ces chiffres-là parce que l'année internationale qui a été décrétée par l'ONU pour les coopératives vise à faire cette prise de conscience-là. À travers le monde, on pense qu'il y a une seule économie qui fonctionne, qui crée l'emploi, qui crée la richesse, et les gouvernements sont tournés uniquement vers certains acteurs économiques, comme d'ailleurs les journaux économiques sont souvent
tourner uniquement vers la bourse. Alors, à tous les trimestres, on nous dit une entreprise est bonne, n'est pas bonne. Enlevez vos billes, remettez-les. Enlevez vos billes, remettez-les. Donc, on coupe des emplois, on réorganise les décisions de l'entreprise parce qu'on est dans une logique à court terme pour satisfaire la bourse ou les actionnaires. Dans une logique coopérative, on n'est pas dans cette logique-là. On n'est pas obligé de remettre un rapport trimestriel. On en fait parce que les acteurs économiques en demandent. Mais demain, vous ne retirerez pas vos avoirs de votre coopérative, votre engagement avec votre coopérative parce qu'il y a une difficulté temporaire ou que tout à coup la rentabilité est moins bonne. Vous allez aller questionner, vous allez réfléchir, vous allez reviser peut-être les stratégies, mais vous ne serez pas pris avec que demain, tout à coup, votre capital a baissé, puis il faut fermer une entreprise à droite, prendre des décisions radicales comme il s'est pris dans le papier dans certains endroits où là, on n'est plus du tout dans une logique de développement, mais dans une logique de croissance et à court terme. Alors, l'importance, donc, d'une économie qui est beaucoup plus diversifiée à travers la planète, elle est structurante, cette économie coopérative, puis elle change le monde un peu partout au Québec. Au Québec et dans le monde, je dirais. Vous avez d'ailleurs, je l'ai découpé, là, vous avez un portrait extraordinaire des coopératives, des mutuelles sur la Côte-Nord. Il y a le Bas-Saint-Laurent de la Gaspésie ici dans le petit supplément que vous avez fait paraître cette semaine. Et c'est un beau portrait, je pense qu'il nous montre un petit peu la force de ce qui se fait. Je reviens un petit peu sur des éléments importants à connaître au niveau de la structure coopérative. C'est une structure résiliente en période de crise. Un chiffre d'affaires des coopératives non financières au Québec a progressé en 2009, alors que celui des autres entreprises diminuait fortement. Alors, on parle de 85 % de 99 et 2009. Le taux de survie des coopératives est le double de celui des autres entreprises. Donc, on se faisait dire ça souvent, ça prend du temps à partir d'une coopérative, vous parlez longtemps, vous discutez, c'est long. Ben oui, mais ça dure. Ça vaut peut-être la peine qu'on se parle un petit peu au départ, qu'on s'entende. Puis après ça, on est sur la bonne track et le taux de survie est vraiment, après 5 ans, de 62 % versus 35 % et après 10 ans, de 44 % versus 19 %. Alors, très significatif en termes d'investissement à long terme dans les milieux. L'engagement des coopératives, les conditions actuelles de notre économie ne sont pas toujours favorables au développement des coopératives. On doit travailler continuellement à obtenir les mêmes conditions que celles des autres entreprises. C'est un des défis qu'on a. Un autre défi, c'est qu'il y a au Québec un extraordinaire potentiel d'entreprises existantes qui ont été créées par des entrepreneurs terrain de votre milieu qui ne trouveront pas de relève comme gestionnaire d'entreprise, comme propriétaire. Et je vous invite vraiment à regarder à partir de ce 57 % des entreprises qui vont avoir à changer demain d'ici 2030. Et il y en a 25 000 qui n'auraient pas de repreneur. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver parmi l'équipe de gestion et le personnel ou la communauté des repreneurs potentiels sous forme coopérative? Ça va être une des grands enjeux de notre société. Puis, je m'en venais en montant, là, puis je pense que je continuerai jusqu'à Sept-Îles, puis à Bas-Saint-Pierre, je vivrai la même chose. Il y en a beaucoup de gens qui sont venus sur la Côte-Nord comme employés dans l'usine, souvent, ou parce qu'il y avait une première job, mais qui ont créé leur entreprise par la suite. Il y en a plein d'entreprises ici qui sont des propriétaires, qui sont propriétés de gens de la Côte-Nord. Bien, ces gens-là vont avoir besoin de relève et ils ne la trouveront peut-être pas dans le marché québécois. Et le danger qu'on perde le contrôle de ces entreprises et que souvent, quand on perd le contrôle, les gens viennent chercher le know-how, puis viennent chercher le marché, puis après ça, ferment les emplois. Hein? Alors, il y a un travail pour des développeurs économiques énorme à essayer de trouver des solutions. Puis une des solutions que je vous invite à regarder, c'est la solution coopérative. On est dans un modèle qui peut susciter plus d'implication des travailleurs et donc meilleur même succès pour les entreprises. Je voulais vous parler d'innovation aussi dans des secteurs émergents parce que c'est une problématique de beaucoup de milieux, de comment maintenir les services et il n'y a pas de solution magique. C'est vrai pour les entreprises coopératives comme les autres formes d'entreprises, c'est vrai pour vos communautés, mais il y a probablement possibilité d'innover dans tous ces secteurs-là et de regarder ceux qui ont trouvé les modèles les plus intéressants.
et augmenter ainsi notre responsabilisation et notre capacité de répondre aux besoins de nos milieux. On le fait de plus en plus dans les formes de coopératives de santé, de services à domicile, d'énergie renouvelable, les services de proximité multi-activités. Alors, il y a beaucoup de potentiel d'avenir en termes de, si on regarde notre société en termes coopératifs. Quand le plan LAR s'est préparé, on a été invités sur différents comités. Il y en a eu beaucoup de comités. Il y en avait sur la forêt, sur toutes sortes de choses. Il y en a un qui parlait un peu plus de services aux communautés. Et les défis qui étaient soulevés, c'est ceux que vous allez vivre dans les prochaines années, que vous vivez. L'accueil des travailleurs de leur famille, la transférabilité de la connaissance, toute la recherche et la transférabilité de la connaissance dans les secteurs dans lesquels vous avez des forces, les mines, la forêt, les énergies. Malheureusement, vous n'avez pas ici tous les éléments de contrôle de la chaîne du savoir et de la connaissance, et c'est un besoin pour votre région. Je m'étais fait dire une fois, parce que j'ai travaillé longtemps au gouvernement dans des postes de sous-ministre, et je me rappelle, il m'a fait dire, en travaillant sur la politique de la ruralité par des grands décideurs, ben là, si ça continue, ils vont demander l'université. Là, je disais, c'était pas pour votre région, mais ça ressemblait beaucoup, c'est pour la Gaspésie. Mais là, je me dis, oui, mais c'est nécessaire, une université, c'est nécessaire d'avoir des lieux de savoir et de diffusion et de pouvoir nourrir la connaissance. On est dans des sociétés qui doivent avancer au niveau de la connaissance continuellement. On ne peut pas dire on a un diplôme, puis on part de Montréal, on vient travailler ici, puis on réapprend plus rien pendant 60 ans. C'est pas vrai. C'est pas comme ça que la connaissance fonctionne. Il faut continuer à organiser des cours, puis vous avez le défi à chaque fois de remobiliser des cours, de former des groupes qui sont viables, et c'est complexe. Le rôle des aînés, toute la question du vieillissement de la population, vous le vivez même si vous avez une population plus jeune que la moyenne. Parce que vous avez quand même maintenant une première génération de gens qui ont vécu toute leur vie sur la Côte-Nord, qui ont eu leurs enfants et leurs petits-enfants ici. Alors, ça, c'est des nouvelles réalités, pas nécessairement dans les villages, qui les autres sont souvent beaucoup plus loin, mais dans les villes, je pense que c'est une réalité qui est un peu nouvelle. Donc, le développement de services, de services de proximité, l'accès à l'alimentation, les besoins des jeunes, les transports, c'est toutes sortes de créneaux qui ont été regardés dans la perspective du plan LAR, mais vous le voyez un petit peu à la télévision, puis vous le vivez dans votre réalité. Nommer les problèmes, penser à des pistes de solutions, puis les mettre en œuvre, c'est trois. Hein? C'est trois affaires, puis des fois on se dit, oups, les gens sont déjà rendus, mais la solution n'est pas, l'adéquation entre le problème puis le besoin et la solution n'est pas encore faite. Alors, c'est notre défi là, ensemble de peut-être pas attendre les solutions d'ailleurs, mais essayer de voir si on peut bâtir ce pont entre les problèmes et les solutions. Puis ça, c'est quelque chose que vous avez déjà fait. Je ne vous les nommerai pas tous, mais j'avais recensé plusieurs belles expériences dans votre région qui sont très stimulantes. Dans les médias, les communications, vous avez de la câble-distribution dans votre région, 3 coopératives, une télévision communautaire. Vous avez dans l'alimentation, parce que on a mangé des croissants ce matin, là, de la coopérative L'Emporté à Tadoussac, petite coopérative de travail, une micro-boulangerie avec des produits de qualité qui a gagné le concours de l'entrepreneuriat l'année passée au Québec. L'année passée, il y a 2 ans. L'alimentation, il y a l'exemple de Port-Cartier qui a été quand même une très grande épopée, mais qui a donné des résultats. Les bioproduits de la Basse-Côte-Nord, qui est dans l'agriculture soutenue par la communauté. Vous avez les loisirs. Je voyais juste des gens, les persévérants gens de Forestville qui voulaient jouer au golf et qui ont réussi à se doter d'une infrastructure de grande qualité. Et ça, c'est un grand projet pour la région. Une coopérative à Pointe-Mingan avec de l'animation pour les communautés rurales, Vitavie Actif à Havre-Saint-Pierre, un Kilorama à la Minganie. Dans les énergies renouvelables, il y en a plusieurs aussi, à Gouaniche, Forestville, l'agriculture et la pêche aussi à Pointe-aux-Outardes, dans le tourisme, le secteur de l'habitation, les services à domicile, les caisses populaires, les coopératives sont peut-être plus présentes dans notre paysage, en sens qu'on ne les voit plus. Elles ont été créées parfois un petit peu il y a un certain nombre d'années, puis on a pris l'habitude un peu comme la chanson
comment il s'appelait, Dédé Fortin, la coop, le gaz-bar, le croque-mort. Donc, je dirais que ça fait partie du paysage. On ne sait plus trop pourquoi ça a été créé, en quoi c'est différent. Mais c'est différent parce que ça nous appartient. Et cette appropriation fait que ça veut croître et vivre avec nous. Et malgré les difficultés et la complexité maintenant du développement, ça reste un enjeu majeur pour nous comme pour vous, de redonner le goût aux Québécois, de s'approprier une partie de leur économie et de se doter des moyens pour le faire. Je terminerai en vous disant, puis je pense que Mme Ferland va en parler un petit peu, on croit de plus en plus, nous, qu'il n'y a pas de solution magique dans l'économie, il n'y a pas juste un modèle qui est le modèle idéal. On a besoin de répondre aux besoins de la grande économie mondiale, par exemple en mettant en valeur nos ressources naturelles. On a besoin de fournir du papier journal à la planète. On a besoin de répondre aux besoins en eau, en énergie du reste du Québec. Mais on a aussi des besoins comme communauté, comme de services, et on a différents types d'entreprises qui peuvent répondre à différents besoins. Et une économie saine, une économie qui passe bien à travers les crises, qui maintient les populations en santé et une vie de qualité, c'est une économie où il y a plusieurs types de modèles d'entreprise. Et il y aurait une place peut-être un petit peu plus grande à faire au modèle des entreprises collectives et des entreprises coopératives qui nous montrent qu'elles sont capables de faire partie du modèle économique et d'être des joueurs déterminants. Alors, je vous remercie beaucoup, puis je vais passer tout de suite la parole à Mme Ferland. Ça va.